Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour la ronde numéro 6 du championnat suisse par équipe 2021. Comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente quand on avait joué contre Bumplitz, cette partie se déroule une semaine après, c'est-à-dire le 20 novembre 2021. On joue contre les leaders bernois qui jusqu'ici n'ont perdu aucun point. Ils ont gagné tous leurs matchs. Donc on est méfiant, on sait qu'on doit être très méfiant. On sait que même si sur le papier on est peut-être plus fort qu'eux, c'est des joueurs qui sont en confiance, c'est des joueurs qui sont en forme, c'est des joueurs qui gagnent. On est en déplacement cette fois-ci, on joue à l'extérieur, à Berne donc. On est dans le train, toute l'équipe, on se partage un petit peu nos prépas, de dire ouais, qu'est-ce que toi t'as préparé et tout ça. Moi j'avais quelques petites idées derrière la tête, sur E4 et sur D4. Finalement on arrive au local après une vingtaine de minutes à pied depuis la gare. Je joue contre Markus Spring. Alors par rapport à la miniature, pour ceux qui n'auraient pas compris, Spring en allemand, ça veut dire automne. Voilà. Et on doit débuter la partie et il n'est pas encore là. Du coup, c'est le capitaine de l'équipe adverse qui vient et puis qui déclenche la pendule. Alors moi, c'est pas un souci hein, que les joueurs arrivent en retard. Hein. Moi, c'est absolument pas un problème. Moi, je me lève, je regarde un petit peu ce que les autres y font. Et au bout de 5 minutes, Marcus Spring arrive au premier échiquier. Alors je joue du coup cette fois-ci au premier mais avec les noirs, vu qu'on est à l'extérieur. Et il arrive et il me joue le coup E4. Je me dis ok c'est bien, par rapport aux 3 premières parties, je vais pouvoir peut-être réaliser une de mes prépas, que j'ai révisé en ouverture. Je joue donc C5, qui est quand même l'un des coups que je jouais beaucoup quand j'étais jeune. J'adorais jouer la sicilienne. Ok, il joue cavalier F3, et je joue cavalier C6. Et là, je m'attends à D4, qui serait le coup classique où on ouvre la position, éventuellement fou B5, la Rossolimo. Mais là, Marcus Spring me joue un coup pas vraiment recommandé, coup C4. C'est pas vraiment recommandé parce que c'est dans l'esprit d'une italienne. Donc j'ai juste montré l'italienne, c'est ça. Donc c'est la même chose, mais avec le pion en E, en fait. Ça, c'est l'italienne très classique. La différence dans cette position, c'est que le pion, il est en E7, et on peut l'avancer en E6, ce qui bloquera l'activité du fou sur cette diagonale. Ce que j'effectue dans la partie, je joue E6. Tout de même, je voulais faire un petit aparté sur cette ouverture. Il n'y a pas si longtemps, c'est le grand maître néerlandais Jordan Van Forest qui a remis un petit peu ça au goût du jour. Et lui, il continuait comme ça, il continuait par D4, et sur D5, qui est le coup logique des noirs, il échange en D5, prise, et fou B5. Donc il perd un petit peu un temps avec le fou, mais du coup il entre dans une position finalement où là le fou en B5 est actif, où il va peut-être pouvoir échanger et doubler les pions. Alors là il y a encore cette tension là. J'ai pas forcément moi-même étudié ça à fond, mais c'est voilà, si Jordan Van Forest l'a joué, c'est que c'est parfaitement jouable. Mais mon adversaire, lui, c'est pas Jordan Van Forest, il n'avait pas connaissance de cette variante, et il joue cavalier C3. Ok, donc moi je me pose pas trop de questions sur ce début, je me dis je vais faire A6. Et finalement, même si je suis pas un fan de ces ouvertures, je sais que je vais me retrouver dans une sicilienne de type Cannes, où on a les pions en E6 et en A6, qui vont contrôler les cases blanches B5, D5. Et je sais aussi que dans ce genre d'ouverture, la dame doit venir en C7. Parce que justement, le cavalier C3 ne pourra pas venir sur ces cases-là. Alors là, avec les blancs, on peut pas vraiment rocker, parce que si on joue ça, en fait, il y a B5, et le fou doit reculer sur cette diagonale. Parce que s'il vient en B3, on a l'arche de Noé, C4, et le fou est enfermé en B3, et on gagne du coup une pièce, et probablement la partie derrière. Donc c'est pourquoi mon adversaire a joué A4, pour empêcher B5. Et là, je vais être un peu trop prophylactique à nouveau. J'ai joué D6 dans cette position, pour empêcher les coups E5. Ça, je sais aussi, hein, dans la sicilienne, c'est un coup qu'il faut généralement éviter. Mais dans cette position, justement, et c'est ce qui fait que fou C4 n'est pas extraordinaire, c'est que cavalier F6 est possible immédiatement. Parce qu'après E5, en fait, il y a cavalier G4.
le pion est attaqué 2 fois, défendu qu'une fois. Si les blancs leur défendent par dame E2, eh ben on réattaque par dame C7. Et il n'y a plus de possibilité de défendre le pion. Donc en fait, dans cette position, E5 n'est pas possible. Donc à nouveau, je n'avais pas conscience de ça. J'ai joué D6. Du coup, il joue D4, il ouvre la sicilienne. Je prends, et il prend. Et maintenant, je joue cavalier F6. Et finalement, on retombe dans une position assez classique de la sicilienne, où là, le fou en C4 n'est pas forcément mal placé. Je ne vais pas rentrer dans les détails à nouveau, mais il y a des ouvertures où le fou vient en C4 tout de même dans la sicilienne, et là, vu qu'on a joué D6, qu'on a perdu un temps, le fou en C4 n'est pas forcément mal placé. Il joue petit roc, et je me développe par fou E7. Je veux aussi roquer de mon côté. Et première petite surprise de la part de mon adversaire, il me joue cavalier prend C6. Alors pourquoi c'est une surprise? Parce que les enjeux normalement dans une sicilienne, c'est de pouvoir jouer D5. Vraiment, c'est la lutte. Les blancs doivent empêcher les noirs de jouer D5, et les noirs doivent tout faire pour pousser le pion D en D5. Et finalement, en jouant cavalier prend C6, bah très bien, je fais pion prend. Et là, avec les deux pions qui contrôlent bien cette case D5, j'aurai aucun souci dans un avenir proche à pousser le pion en D5. Mon adversaire joue tour E1, ok, logique, il se place sur la colonne centrale. Et après un petit peu de réflexion, je m'étais dit, est-ce qu'il faut que je joue D5 tout de suite, ou est-ce qu'il faut d'abord que je rock? Et je me suis dit, bref, joue D5 tout de suite finalement, prends le centre. Finalement, pour les siciliennes, on joue pour ça. Donc s'il te prend, tu reprends du pion C. Et à ce moment-là, tu as 2 pions centraux contre 0 pour les blancs. Et là, tu as gagné les enjeux de la position, donc ce serait bien. Et s'il te joue E5, bah, juste tu reviens en D7. Et après, fou D3, petit roc. Bah, finalement, la position, elle est assez équilibrée. Alors, il faut faire un petit peu attention. Par exemple, sur dame H5, il faut surtout pas jouer H6. Parce que sinon, les blancs auraient le sacrifice de démolition, fou prend H6. Et après, pion prend, dame prend. Les noirs, ils ont quasi aucune chance de parer le mat. Ils doivent sacrifier du matériel à fond. Donc là, ils peuvent rien faire. Donc il faut bloquer l'autre diagonale dans cette position. Il faut jouer juste G6. Et ça, je me suis dit, ok, après tour E8, fou F8, et puis on défend bien les cases noires autour du roi. Ça, il n'y a pas trop de problème. Et je voyais un peu ses positions, et puis je me suis dit, bon, il va jouer E5, logiquement, c'est quand même pour ça qu'on joue aussi avec les blancs, dans la sicilienne. Mais non, il prend. Et encore, hein, c'est assez mystérieux, parce que, ok, je reprends, c'est prend, et bah, finalement, je suis très bien sorti de l'ouverture. Alors, c'est loin d'être gagné encore, mais là, après 11 coups, avec les noirs, on a déjà pris un léger avantage pour la suite de la partie. Et après fou D3, Marcus Spring me propose nul dans cette position. Bon, je note sa proposition, mais dans ma tête, je sais que je vais continuer. Évidemment, je vais pas accepter la nulle aussitôt. Je joue petit roc. Il joue H3. Encore une fois, un coup un peu passif. Des fois, ça peut être utile pour éviter des cavaliers ou des fous qui viennent en G4, mais là, H3 ne sert pas à grand chose dans cette position. Je pense que fou G5 direct était mieux, mais bon. Voilà, H3, pourquoi pas. Peut-être éviter des mates du couloir dans un futur plus ou moins lointain. Je joue dame C7, j'ai un petit peu hésité à jouer fou B7 également. Mais je me suis dit finalement dame C7, comme ça vraiment je suis dans la structure de la canne. Avec donc, comme je l'ai expliqué, cette dame en C7 et ces pions ici en E6 et A6 qui dominent le cavalier C3. Il joue fou G5 maintenant, ok. Je joue H6, je chasse le fou. Il joue fou H4. Et maintenant je fais fou B7. Et ok, je me dis, bon, la partie va continuer. J'améliore tranquillement mes pièces, mon fou qui vise dans cette direction, ma dame également. Et là, il va encore jouer un coup mystérieux, et à force de jouer des coups mystérieux, ça va mal se passer pour lui. Il joue F3 dans cette position. Alors, pourquoi ce coup est mauvais? Mais tout de suite, hein, il a joué ce coup, je me suis dit, c'est de la merde. Parce que il ouvre complètement cette diagonale.
Et premier coup que je regarde, bien sûr, je pense que vous, c'est le coup que vous pensez également, c'est Dame B6, échec. Mais je regarde un petit peu en profondeur cette ligne avec Roi H1, je prends B2 et après tour B1. Et après la prise en C3, il prend en B7. Et ensuite, j'écarte le fou en D8 pour garder la connexion sur le cavalier. Comme ça, madame, elle n'est pas obligée de rester à défendre le cavalier, elle peut faire autre chose. J'évaluais cette position, je me disais, bon, je dois certainement être mieux, j'ai un pion de plus. Mais je trouve qu'il a quand même des compensations assez offensives. Cette tour qui est en B7, peut-être ce pion A qui peut sauter, peut-être, je sais pas, dame E2 pour attaquer le pion, ensuite il vient doubler. Je savais pas trop. Honnêtement, je savais pas trop dans cette position. Alors, je l'évaluais comme mieux pour moi. Je me suis dit, je garde ça dans un coin de ma tête. Mais je me dis, dans cette position-là, après F3, il y a mieux à faire. Et je me concentre. Je me dis, ok, réfléchis aux faiblesses. Là, il a gravement affaibli son roi. Mais il a aussi affaibli cette diagonale, parce que maintenant, avec F3, il n'a plus la possibilité de jouer fou G3 et de contester Madame. Et je me dis, là, il y a un alignement aussi entre les deux fous. Son fou n'est pas protégé. Et je commence à me dire, ok, cherche un bon coup avec le cavalier. Je commence à regarder cavalier E4. C'est le premier coup que je regarde après dame B6. Je me dis, bon, s'il prend le cavalier, je prends son fou. Et sur fou prend E7, je me dis dame B6, échec. S'il joue roi F1, je fais dame F2, échec et mat. Et sur roi H1, je fais cavalier F2, fourchette, roi dame. Mais il y a un petit souci, c'est qu'il peut venir en H2. Et là, concrètement, j'ai rien. J'ai rien de concret, peut-être dame C7, mais après, ouais, roi H1. Non, roi G1, pardon. Au mieux, il peut répéter. Donc, j'arrive pas à trouver de gain clair sur cavalier E4. Et je me dis, ben, sur cavalier E4, le défaut, c'est qu'il peut s'échapper en H2. Donc, viens en G4. Là, maintenant, tu contrôleras cette case H2. Et je me dis, sur fou pro E7, maintenant dame B6. Et le roi, bah, il a plus que les cases F1 et H1. Et c'est les mêmes qu'avant. Roi F1, dame F2 mat. Et roi H1, cavalier F2, échec. Je vois ça, j'essaie de trouver un coup pour lui pour parer. J'en trouve pas. Je me dis alors, peut-être roi H1, s'il joue cavalier F2, roi H2, je prends la dame, il prend la tour. Mais je me dis ça, tous les jours je la gagne. Tous les jours je gagne ça. Et finalement, je regardais cette ligne pendant 4-5 minutes. Et d'un seul coup, ça me fait tilt, mais t'as dame H2 ici. Et juste, j'ai vu dame H2. J'ai pas cherché plus loin. Mais ici, il y a mat forcé. Après, roi F1, dame H1, roi E2, et dame prend G2. Le cavalier empêche le roi de sortir en E3, et la dame contrôle toutes les autres cases, et il n'y a pas de pièce pour intercepter l'échec. Donc, c'est terminé. Et ok, en fait, je calcule même pas jusque-là. Je me dis, ok, j'envoie cavalier en G4. Et très très fier de ce coup, parce que j'avais analysé par la suite sur Chesscom, et Chesscom me donne le double point d'exclamation pour ce coup. C'est le seul coup qui permet vraiment d'avoir un net avantage, limite être tout de suite gagnant, c'est le seul coup. Donc finalement, après cavalier G4, ben, il doit prendre le cavalier d'une manière ou d'une autre. Et là encore, je me suis dit, H prendre paraîtrait le coup logique. On ramène un pion plus proche du centre, on évite de créer un pion passé adverse, mais là, à nouveau, il prend de F. Bon, si tu veux. Je prends H4. Et il joue tour E2. Et là, je sais dans ma tête, je sais que je suis complètement gagnant. Alors, je vais pas tout de suite attaquer. Je sais, j'ai dame B6, échec au pire sous le coude, qui me permettrait de gagner un pion. Mais là, je me dis juste améliore tes pièces, casse-toi pas trop la tête. Je joue tour à D8. Je dis peut-être l'autre tour, je la mettrai en E8. Et je vais me mettre derrière mes deux pions centraux. Il joue dame F1. Je vois son idée, il veut faire une batterie pour prendre A6. Mais il peut pas vraiment prendre le pion maintenant. Je joue E5. J'avance mon pion central et pion passé. Il joue tour D2. Et là encore, il me propose nul.
Ouais, dans ma tête, je me dis: «Bon, Marcus, on propose pas nul dans de telles positions contre un adversaire qui a, 200, non pas 200, 150 élos de plus que toi». Alors encore, ce serait un jeune garçon. Bon, OK, je peux comprendre un petit peu le fait de dire: «Ouais, j'espère avoir nul et tout ça». Ouais, maintenant, voilà, Marcus, c'était un homme d'une cinquantaine, voire soixantaine d'années. Voilà, quoi, tu devrais avoir l'expérience de dire qu'on ne propose pas nul dans ce genre de position. Là, on est au 20e coup. Il lui reste 23 minutes. Moi, il me reste 25 minutes dans cette position. Je sais que je suis complètement gagnant. Alors après, il me dit, oui, mais ton équipe gagne 2-0. C'est vrai qu'on a les échiquiers 2 et 3 qui ont remporté leur partie. Mais bon, le quatrième échiquier était complètement gagnant. Et voilà, puis là, c'est pas tout à fait la même chose aussi que face à Peter Schmidt, la partie d'avant. Là où contre Peter Schmidt, j'étais pas 100% serein, il fallait quand même faire attention. Et là, je me dis, bon, au pire du pire, je fais une erreur qui me fait nul, mais je me dis, je peux pas perdre cette partie. Donc je refuse et je joue E4. Je continue mon plan. Il joue fou E2. Il peut pas prendre en A6 parce que sinon j'ai Dame B6 échec et je vais remporter le fou. Il a attaqué 2 fois et il a qu'une seule défense. Donc c'est pour ça qu'il vient en E2. Et là, je vais commencer à moins bien jouer. Alors après, il y avait les conditions, mais j'en reparlerai un petit peu vers la fin des conditions de jeu. Mais je commence à craquer et à mal jouer. En fait, je vais vous dire ce que j'ai vu sur fou G5, qui était le premier coup que j'ai calculé. Parce que je me suis dit, sur tour D4, il y a fou E3, je gagne la tour. Donc il doit revenir en D1. Et sur fou E3 échec, roi H1, dame G3, j'ai vu jusque-là, et je me suis dit dame E1. Et là, je me dis, mais je dois reculer la dame, parce que sinon je dois changer les dames. Là, j'ai pas de matériel en plus, alors je suis toujours mieux, mais là, il peut m'arnaquer dans cette position. Et en fait, j'ai raté un coup. J'ai raté fou F2. Je l'ai pas vu ce coup. Et juste pour illustrer un peu la ligne d'ordinateur, vous allez voir à quel point la position aurait été forte pour les noirs. Après dame F1, fou A7, dame E1, admettons il réessaye, il échange les dames. Cette fois, on recule la dame. Et en fait, on va mettre le fou derrière la dame pour créer une batterie. Admettons tour A3 pour qu'il vienne défendre sur la troisième. Fou B8. Et après dame G1, seul coup pour éviter le mat. Juste D4. Et regardez l'ouverture des fous sur le roi, les deux pions au centre. Les pièces blanches ne font rien. Ah, je suis là, si j'avais vu cette position-là, si j'avais vu ça avec les noirs pendant la partie. Bon, après, c'est une longue variante, hein, c'est 7 coups. Mais tous les jours, je joue ça. Mais voilà, j'ai raté ce fou F2 ici qui me permettait d'éviter l'échange des dames sans reculer la dame. C'est un peu dommage, mais bon, après voilà, c'est comme ça. Et je trouvais pas de manière d'attaquer immédiatement. Alors je me suis dit, bon bah casse-toi pas la tête, va chercher le pion B. Je fais dame B6, échec. Du coup il joue roi H1, et je viens prendre le pion B2. Mais là à nouveau j'ai raté une variante. Alors je me dis, il peut... Peut-être qu'il peut, mais tour B1, il peut pas, parce que dame prend C3, tour prend B7, il y a dame prend D2 qui traîne à la fin. Donc ça il pouvait pas. Et je m'étais dit, cavalier prend D5, j'ai fou prend D5. Parce que sur tour B1, il n'y a plus l'enfilade, donc il perd une pièce. Mais en fait, j'ai raté qu'il pouvait prendre ce pion-là en E4. J'ai complètement raté ça. Je sais, ça paraît fou, j'ai complètement raté ça. Mais le problème, c'est qu'après pion prend E4. Alors dans cette position, il peut pas vraiment jouer tour B1 à cause de la tour D2 qui est en l'air. Donc là, une des solutions pour prendre un avantage, ce serait de prendre la tour. Et si la dame reprend, on prend. Et finalement, on a 2 tours et une pièce contre la dame. Ce qui fait qu'on a théoriquement une pièce de plus. Mais en fait, s'il échange les tours d'abord, tour prend... Alors, justement, si je reprends de la tour, vous allez voir ça, mais après tour B1, le problème, dame prend C2, tour prend B7, je peux pas éviter de perdre le pion A6 parce que j'ai le pion F7 qui est en l'air également. Si je fais dame prend A4, par exemple, il peut jouer dame prend F7, échec. Et ça serait ballot parce que je suis carrément mat. Donc là, je perds la partie.
Donc en plus de ça, il aurait fallu voir ici qu'il fallait prendre du fou. Et qu'après tour B1, dame prend C2, tour prend B7, là dans cette position, on peut jouer à 5 pour se chasser de cette attaque, et que la tour défende encore le pion F7. L'avantage, il est bien restreint ici, il n'y a plus que plus 2. Mais après, voilà, bon, il y a toujours un pion de plus, mais c'est finale de fou de couleur opposée, et c'est toujours plus compliqué de gagner. Il faut être bien précis. Donc sur dame prend B2, j'ai eu un tout petit peu de réussite parce qu'il n'a pas vu ça. Il a joué cavalier A2, qui était le coup que j'avais calculé en jouant dame B6. Et là, vous allez voir à quel point je craque. Parce que je me dis juste dame E5 et j'ai à nouveau une position qui serait magnifique. Mais je me suis dit, casse-toi pas la tête, t'as un pion de plus, t'as un pion passé, joue dame F6, pardon. Tu viens échanger les dames. Et puis tu vas tranquillement aller gagner cette partie. Il joue tour B1. Très bien, j'échange. Dame prend F1, fou prend F1. Et je joue tour D7 pour protéger mon fou B7. Il joue C3. Ok. J'ai pas compris son coup au départ. Je me dis, bon, bah, je replace mon fou F6. Je fais, c'est bien, ton cavalier A2, maintenant, il est bloqué à la protection du pion. Et en fait, c'est en notant le coup que je me rends compte, en fait, de son idée. En fait, il veut libérer le passage pour sa tour pour venir doubler sur la colonne B. Et il joue tour D, B2. Ok, là, mon fou, je peux plus le défendre, donc j'ai joué fou C8. Et tour B8. Et là, il s'est passé un truc surréaliste. C'est qu'il y a des cloches qui se sont mises à sonner. Elles sonnaient déjà depuis un bon bout de temps. Il me restait 15 minutes à la pendule. J'arrivais pas à me concentrer. Alors je pense que c'était pour un mariage ou quelque chose, puis c'était juste à côté, mais... Oh, j'étais là. Au niveau des conditions, il y avait ça. Ben, l'adversaire qui propose 2 fois nul. Bon, voilà. Mais les autres joueurs qui... Voilà, c'était le pub. Hein, ils analysaient leur partie à haute voix, comme s'ils étaient tout seuls. T'étais là. Ben, ok, d'accord, c'est pas la Ligue nationale A, mais quand même, les gars, un petit peu de respect. Ah, j'étais là, oh, c'est quoi ces conditions de jeu, là? Et là, en fait, j'arrive pas à voir qu'est-ce que je peux faire, parce que je me dis tour C7. Le problème, c'est qu'à tour A8, il attaque 2 fois le pion A6. Il menace de rentrer en 8ème avec ses 2 tours. Mais là, je suis mort. Enfin, je suis mort, non, mais je commence à avoir de la peine à défendre ça, hein. Et un peu à contre-cœur, je me dis, bon, ben, avance le pion central, je joue D4. Comme ça, je libère un peu d'espace pour ma tour. Il joue pion prend D4, et je fais tour prend D4. Et après cavalier B4, là, je souffle. Parce que je joue maintenant A5. Je me dis, ce pion A qui était une faiblesse, maintenant, j'ai réussi à le mettre sur case noire. Ce qui fait qu'il aura moins d'attaquants. Et moi, je pourrais aller chercher son pion A derrière dans la foulée. Il joue cavalier C6, et je prends le pion A4. Et là, je suis soulagé. Là, je sens que la victoire ne peut plus m'échapper. Ok, il fait fou B5, il attaque ma tour. Je suis venu en A2. Il réattaque une fois en venant en C4. Cette fois-ci, je suis venu en A3. Il joue tour E1. Ok, il attaque mon pion E4. Je joue E3. Il fait tour B5. Je fais fou D7, coup malin. Je cloue son cavalier. Je me dis maintenant, moins il y aura de pièces sur l'échiquier avec les 2 pions passés comme ceci, plus facilement je vais arriver à gagner. Et s'il joue tour prend A5, là j'ai tour C3 et j'effectue une enfilade. Donc du coup, il ne peut pas prendre A5. C'est pour ça qu'il joue fou D5. Et je joue tour C8, je continue d'attaquer la pièce clouée. À nouveau, tour prend A5 n'est pas possible. Parce que là, maintenant, j'échange les tours. Tour prend A5, cavalier prend A5 et tour C5. Et j'effectue une fourchette. Donc il perd une pièce, donc il ne peut pas jouer ça. Il joue donc tour B8. C'est sa seule manière plus ou moins active de sauver sa pièce. J'échange les tours. Tour prend, cavalier prend. Et fou B5, avec mon fou, je domine bien son cavalier. Il joue cavalier C6. J'avance mon pion passé, E2. Il joue cavalier A7. Et je joue fou A6. Et on arrive du coup au 40e. Il me restait plus beaucoup de temps, à lui non plus. Au 40e, il nous restait chacun 1 minute 30 sur le compteur de l'horloge. Mais j'aimerais quand même revenir sur cette position avec cavalier A7. Parce qu'ici, c'est un exo. Vous pouvez mettre sur pause. Il y a échec et mat en 8 coups. Alors c'est dur, hein. C'est dur. Mais je voulais juste montrer ça. Alors le premier coup, c'est tour A1. L'idée, c'est que si les blancs prennent, on a fou prend
et E1, dame et imparable. Donc ça ne ferait qu'accélérer les choses, donc je vais juste montrer la variante la plus longue de maté. L'ordinateur lui joue roi H2 pour s'éviter l'échec. Tour prend E1. G3, ça c'est pour ramener un peu le fou en défense qui contrôle ses cases. Tour F1, on s'écarte, on va faire dame. Cavalier C8, dame. Cavalier E7, échec, ça c'est juste l'ordinateur qui donne un coup de plus. Fou G2. Tour G1, pardon. Et le roi ne peut plus s'échapper. On va attaquer cette pièce en la clouant. Et faire échec et mat de cette manière. Et je voulais juste vous rendre attentif à une petite chose sur cette séquence. Vous pouvez la repasser et vous remarquerez que aucun autre coup que le dame G2 final est un coup qui donne échec. C'est vraiment, si vous ne me croyez pas, revenez à la suite, revenez au début de la séquence, et puis vous comprendrez que oui, il n'y a pas d'échec jusqu'à dame prend G2. Après, voilà, hein, ça c'est le genre de coup, tu joues pas ça quand il te reste plus qu'une minute. Joue au plus simple, juste fou A6, c'est complètement gagnant aussi, j'avais mon plan pour gagner. Il joue cavalier C6, et je joue juste fou C3. J'attaque sa tour, il va perdre sa tour parce qu'il peut pas, enfin il peut écarter mais il peut pas la garder parce que derrière je fais promotion dame, et c'est complètement terminé. Donc dans cette position-là, après fou C3, Marcus Spring décide d'abandonner la partie. Nouvelle victoire, les gars. Nouveau gain de points Elo. Alors, les conditions de jeu étaient pas faciles. Tantôt, la partie, elle a été bien menée, même si j'ai eu quelques zones de turbulence. Mais une bonne partie quand même. Mais ouais, c'est les conditions de jeu. J'ai pas trouvé ça extraordinaire. Après, voilà, quoi, c'est comme ça. Alors, je vais juste montrer le rapport de partie pour un peu plus voir cette zone de turbulence. Et vous le voyez. Alors, au niveau de la précision, je me suis rendu compte que c'était un petit peu petit, les rapports de précision. Donc, j'ai un peu augmenté. Comme ça, vous pouvez mieux voir. Donc, j'ai joué à 91% de précision, ce qui est un bon score de précision dans l'ensemble. Et on voit, dans l'ouverture, à chaque fois, il a joué quelques petites bizarreries. Et ce F3, qui le condamne déjà, en fait. C'est déjà la grosse chute. Et après, on le voit, il y a une petite zone de turbulence, à peu près au milieu de la zone au milieu de la zone où j'étais gagnant. Il y a eu une petite zone de turbulence, mais après qui me mettait quand même largement gagnant. Donc du coup, une bonne partie, une belle victoire, et une victoire aussi de l'équipe 3,5 à 0,5. Le quatrième échiquier qui a finalement décidé de faire match nul. Et finalement, si je mets le classement, on se retrouve en deuxième position. On a battu les Bernois. Et vous voyez comme le classement est très très serré, parce qu'on est deuxième, mais Dudingen juste derrière est troisième, et c'est juste aux échiquiers individuels qu'on est devant eux. Il y a Spitz qui est juste derrière, ils ont un point de moins, et ils ont un meilleur départage au point des échiquiers. Donc ce qui fait que si on fait nul et que Spitz gagne, ils nous passeront devant, forcément. Et là, on se dit, il faudra bien jouer la dernière ronde pour pouvoir jouer un match de promotion qui semblait juste impossible au début de la saison. Alors je vais vous spoiler ce qui s'est passé lors de la dernière ronde. C'est que malheureusement pour des raisons sanitaires, l'équipe adverse n'a pas pu jouer. Donc ils ont dû déclarer forfait 4-0. Ce qui fait du coup qu'on s'est retrouvé à la deuxième place du classement, étant donné que Berne, eux, ont tenu le match nul. Donc on termine à la deuxième place. Mais on a quand même un match de promotion. Alors la différence, si on était premier, on l'aurait joué à domicile. Là, on doit jouer à l'extérieur. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour qu'on analyse cette partie du match de promotion et peut-être l'accès à la Première Ligue que notre petit club de l'Oberland bernois n'a encore jamais eu l'occasion de pouvoir jouer. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous dis bye bye et à la prochaine, ciao ciao.